Et bonjour tout le monde. Je vous invite à prendre votre café. Vous savez qu'on est mercredi et qu'il est 9h30. Et que se passe-t-il le mercredi à 9h30? C'est le SOS S comme C. Alors, je vous rappelle juste quelques règles de fonctionnement du S comme C, le temps que vous veniez me rejoindre. Bonjour à tout le monde qui arrive tranquillement. Donc, le temps que vous veniez me rejoindre, je vous rappelle le fonctionnement du SOS S comme C. Toute la semaine, vous pouvez m'envoyer un mail avec votre question et je les imprime dans le petit saladier qui est ici. Et puis, tout à l'heure, là, d'ici 1 minute, je vais piocher une question, je vais tirer au sort et je vais y répondre sur 15-20 minutes à peu près. OK? Alors, je n'ai repris que les questions que j'ai reçues cette semaine. Je vous rappelle que si votre question n'a pas été tirée au sort la semaine dernière, vous pouvez toujours la renvoyer, et ce qui me permettra de peut-être la retirer au sort une autre semaine. Pour poser vos questions, il faut m'envoyer un mail, sandrine@s-comme-c, ma question pour le SOS S comme C. Et voilà, c'est parti. J'espère que tout est clair pour vous. Maintenant, on attrape le café. Et Zou, on est parti pour faire le tirage au sort de la question. Alors cette semaine, les questions touchent beaucoup les enfants. Je crois qu'il n'y a que des questions autour des enfants. Mais je vous rappelle aussi que vous pouvez poser des questions tous azimuts sur tout ce qui concerne les émotions et les relations. La semaine dernière, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était une question qui portait sur les relations en général, professionnelles en particulier, mais en général. Donc, cette semaine, ça va être sur les enfants, mais vous pouvez poser des questions sur vos relations professionnelles, vos relations dans le couple, amicales, familiales, avec les enfants, les émotions, etc. Ok, je vois que vous arrivez de plus en plus nombreux. Bonjour à tout le monde, merci de vos petits coucous en commentaire. N'hésitez pas pendant la vidéo à poser des questions et j'essaierai d'y répondre, des questions complémentaires à celles que je vais tirer au sort. Donc, on est parti, zou, dans la vraie vie. On tire au sort une petite question. Je brassouille, je touille, j'attrape un petit papier. Alors, qu'avons-nous comme question aujourd'hui? Alors aujourd'hui, j'ai la question de Laetitia. Alors, que me dit Laetitia? Que me pose-t-elle comme question, Laetitia? Elle me dit, voilà, mon fils a 6 ans, il est en grande section. Depuis quelques mois, il refuse de faire une nouvelle activité parce qu'il ne sait pas faire, entre guillemets. Donc, je suppose que c'est son fils qui lui dit ça. C'est un petit garçon très dynamique, très à l'aise avec son corps. Nous lui avons proposé de faire un stage de cirque pendant les dernières vacances scolaires. Il a refusé net. Actuellement, c'est une course organisée par l'école qui le met dans tous ses états. Nous supposons que c'est la compétition qui lui pose problème. Il sous-entend que les autres se moqueront de lui s'il n'est pas le premier. En parallèle, il y a les difficultés liées à l'échec qui se profilent. Nous avons tenté diverses approches, les encouragements, mais votre article est parlant, donc ça, c'est un article du blog, voilà. Imaginez les conséquences s'il fait des erreurs, l'empathie, si les copains se trompent, tu ne te moques pas, tu les aides, non, mais nous n'avons pas de succès pour le moment. Comment réagir pour cette course et l'aider à dépasser sa peur de l'échec? Donc ça, c'est une super question parce que là, elle concerne un enfant, mais elle peut concerner tout le monde. Même les adultes, on se retrouve parfois dans ce type de situation où on est un petit peu bloqué, un petit peu paralysé par la peur de l'échec. Alors, il y a plusieurs choses. D'abord, il y a un petit peu aussi une question d'âge, c'est-à-dire que la période autour de la moyenne section, grande section, c'est une période où les enfants découvrent un peu plus la compétition, la rivalité. C'est une période où c'est très important pour eux d'être les premiers. Parfois, cette période se termine un peu tranquillement toute seule sans qu'on ait trop besoin d'intervenir. Donc peut-être attention aussi à ne pas trop forcer, ne pas trop brusquer, et puis peut-être ça va juste retomber tranquillement et on peut juste lui laisser le temps d'apprendre à affronter ces situations un peu compétitives. Ok? Je bois une petite gorgée de café. Donc ça, c'est la première chose. Ça peut être une phase. Ensuite, alors je vais quand même parler de la peur de l'échec d'une manière générale. La peur de l'échec, c'est quelque chose d'assez classique, d'assez naturel, d'assez spontané, la peur en général, d'accord? C'est une émotion qui attire notre attention sur, attention, il y a des risques dans la situation que tu rencontres. Les enfants qui sont très lucides et les adultes aussi qui sont très lucides voient bien les risques et ont peut-être plus peur,
de les surmonter parce qu'ils les voient peut-être plus, plus gros qu'ils ne sont. Alors là, Laetitia dit, en gros, on a tenté différentes approches. Alors, je vois que le réseau a l'air un peu limite, donc dites-moi hein, s'il y a des problèmes de connexion, que ce soit visuel ou au niveau du son. Donc, Laetitia dit, nous avons tenté plusieurs approches. Donc, effectivement, en général, quand un enfant a peur, on a souvent la tentation de le pousser. Et donc, qu'est-ce qu'on va faire en faisant ça, en le poussant, en l'encourageant? Alors certes, c'est un message positif, on croit que tu es capable, allez, vas-y. Et en même temps, on envoie un message un peu contre-productif, finalement, parce que, comme on veut pousser, on a tendance à minimiser les côtés négatifs, les choses qui font peur à l'autre personne et à l'enfant en particulier. Mais non, mais écoute, si tu te plantes, écoute, c'est pas grave, d'accord? Sauf ce que l'enfant ressent, c'est que si pour lui, peut-être ça va être grave en fait. Il se trompe, peut-être, hein, on est d'accord, peut-être qu'il se trompe, certainement, même souvent il se trompe sur l'importance qu'il donne a priori à la douleur, à la souffrance qu'il va ressentir au moment de l'échec. Mais le fait qu'on lui dise c'est pas grave, c'est une façon de minimiser son émotion, son ressenti, la façon dont il voit les choses. Imaginez-vous, imaginez, vous devez prendre la parole en public, par exemple, ça vous fait stresser, vous avez envie de le faire, en même temps ça vous fait stresser, et quelqu'un vous dit oui, mais bon, au pire tu bafouilles, etc. Si vous pensez que ça peut vous poser des problèmes, si vous avez vraiment peur, vous n'allez pas vous sentir entendu par la personne qui vous dit allez, c'est pas grave, quoi. D'accord? Même si tu te plantes, c'est pas grave. En plus, finalement, ça n'est pas très encourageant. Parce que qu'est-ce que c'est que le courage? Le courage, c'est quand on surmonte quelque chose de difficile. Quand si c'est facile ce qu'on a à faire, il n'y a pas besoin de courage. Et si on n'arrive pas à le faire, c'est juste qu'on est un peu bécasson, un peu nul. Donc attention dans vos encouragements autour de la peur de l'échec, à ne pas, sans vous en rendre compte, minimiser la difficulté que rencontre l'enfant. Donc souvent, ce qui peut être efficace, c'est de dire « Ah, ok, donc pour toi, ça risque d'être grave » et de poser alors la question « Qu'est-ce qui pourrait t'aider à faire en sorte de faire au moins un premier petit pas ?» D'accord? Donc souvent, quand les enfants sont bloqués, c'est intéressant de les aider à faire des tout petits pas. Nous, on s'imagine qu'il faut absolument qu'ils aillent jusqu'au bout. Par exemple, si je prends l'exemple c'est la course organisée par l'école. Ça peut être pour l'école de cirque, dire ok, est-ce que tu es d'accord pour que la première fois on aille jusqu'à la porte, si vraiment l'enfant est très paralysé? Est-ce que la première fois on va jusqu'à la porte? Est-ce que la première fois tu vas jusque dedans et tu regardes mais tu ne participes pas, etc., etc. C'est une exposition progressive au risque pour montrer que tu es capable de le faire et en même temps je tiens compte de tes limites et tu vas trouver les ressources. C'est-à-dire, je ne minimise pas ce qui est difficile pour toi. Donc ça, c'est vraiment pour ceux qui sont très coincés. Après, il y a des enfants qui ont tendance à se faire des films dans leur tête sur la gravité de ce qu'ils font rencontrer. Je rebois une petite gorgée de café. Je vous donne pour ça l'exemple de mon fils, qui est décidément un exemple vivant pour illustrer mes propos. Nous sommes allés à Disneyland il y a quelques mois et nous avons décidé d'aller faire le Hyperspace Mountain. Et à ce moment-là, il commence à me demander, on était dans la queue, il commence à me demander, est-ce qu'il y a un looping? Donc je lui réponds oui. Et alors là, il commence à s'imaginer que comme il est plutôt mince, même s'il est grand, peut-être que les sécurités ne vont pas être suffisantes pour lui, peut-être que ça va être compliqué. Et du coup, il commence à stresser et à se faire des films. Et ça en arrive à un point où il me dit, mais je risque de tomber du manège et de mourir. Ce qui, on est d'accord, certes est peut-être possible, mais est quand même a priori complètement absurde, d'accord ? Et dans ce cas-là, moi j'ai pris le parti de le contraindre, c'est-à-dire de lui dire peut-être que ça va être
horrible pour toi et peut-être même que tu vas mourir dans ce manège. Donc ça peut vous paraître violent et en même temps je l'ai fait. Je lui dis moi je pense que ça n'est pas possible, mais toi je comprends que tu aies peur, que tu stresses. C'est pas pour autant que je vais participer à ton évitement. Donc on va y aller. Donc il était affreusement, il me détestait à ce moment-là. Cependant, je savais très bien moi qu'il allait le faire et qu'il allait trouver ça génial. Donc parfois aussi, et ça a été le cas. Donc parfois aussi, les enfants ont besoin qu'on les contraigne, mais attention quand on les contraint en disant tu as la trouille, mais tu vas quand même y aller, à ne pas minimiser l'émotion qu'ils ressentent. C'est-à-dire en disant mais oui, là c'est horrible pour toi, tu as vraiment peur, c'est vraiment difficile, donc je peux t'aider à apprivoiser cette émotion, à faire en sorte qu'elle ne soit pas trop difficile, mais je ne peux pas la supprimer. Donc, parce que ça aussi, c'est très important. Quand on est face à un enfant qui a peur de l'échec, on a tendance à lui faire croire qu'il va pouvoir complètement supprimer son émotion désagréable, le petit stress, l'angoisse ou le gros stress, la grosse angoisse. Donc là aussi, attention, il ne s'agit jamais de supprimer l'angoisse, le stress, la peur de l'échec. Il s'agit de faire avec. D'accord? Parce que surmonter la peur de l'échec, ça n'est pas supprimer la peur de l'échec, c'est faire avec, y aller quand même malgré la peur de l'échec. Donc ça aussi, c'est un message important à envoyer aux enfants. Je me souviens aussi de un des cas un peu historiques qui a donné lieu à l'approche de Palo Alto que je pratique aujourd'hui. Un des premiers cas qui a amené à ça, c'est un enfant qui n'a pas trop envie d'aller à l'école, qui a peur d'aller à l'école, et le papa essaye désespérément de le convaincre que c'est super l'école, qu'il va y trouver tout un tas de choses intéressantes, etc. Et là aussi, en fait, ça ne tient pas compte du ressenti de l'enfant. Donc, quand l'enfant a peur, quand l'enfant anticipe que ça va peut-être pas être très agréable, tenez compte de ça, non pas en lui disant on va trouver le moyen de le supprimer totalement, mais qu'est-ce qui pourrait t'aider à moins mal supporter cette peur? Tu vas devoir y aller. Donc là, dans la question de Laetitia, comment on fait pour la course? Bah écoute, tu vas devoir y aller. Comment je peux t'aider à moins mal supporter cette course-là? Est-ce que en parler, ça t'aide? Ou bien tu préfères qu'au contraire on fasse comme si ça n'existait pas, et des choses comme ça, d'accord? Ça vaut le coup de donner plusieurs stratégies. Donc voilà, c'était pour la question de Laetitia sur la peur de l'échec. Je ne sais pas si vous avez des questions complémentaires, donc n'hésitez pas à les poser dans les commentaires. Ok. Si vous voulez peut-être que j'illustre sur des situations autres, un peu plus concrètes, ça pourrait être chouette. Voilà, donc j'attends un petit peu. En attendant, je vous rappelle qu'on est ici dans le cadre du SOS comme c'est. Vous pouvez retrouver cette vidéo effectivement en live tout de suite là sur Facebook, et puis après elle sera sur le blog. Vous pouvez vous poser vos questions par mail, sandrine@scomc. Donc questions qui peuvent concerner les enfants comme ici, les émotions en général, les relations en général. Je les tire au sort, et puis mercredi prochain, j'y réponds en direct comme je l'ai fait aujourd'hui. Si votre question n'a pas été tirée au sort, vous pouvez me la renvoyer et elle sera dans le petit saladier la semaine prochaine. Roselyne, merci de me dire que l'exemple de l'école est parfait pour toi. Super. Je ne sais pas si d'autres ont besoin que je donne d'autres exemples. Donc, c'est vraiment important de se rappeler que la peur de l'échec est un phénomène naturel, que notre attitude ne doit jamais envoyer le message que on va pouvoir supprimer cette peur. Il va falloir faire avec. Donc, ce qu'on peut faire, c'est aider l'enfant à apprivoiser cette émotion. Parfois aussi, en fait, la faire revenir à un niveau qui soit supportable pour l'enfant. Ok, tu as peur de cette course, tu stresses horriblement, peut-être que effectivement, ça va mal se passer. Qu'est-ce que tu feras dans ce cas-là? Envisager le pire peut aussi être un bon moyen de surmonter sa peur de l'échec, parce que parfois, en envisageant le pire, on va effectivement se rendre compte que finalement, on a des ressources. D'accord? C'est un peu dans l'exemple du manège à Disneyland dont je parlais tout à l'heure, ce que j'ai fait avec mon fils, en lui disant bah, peut-être que tu vas mourir, j'assume, ok, je serai horriblement coupable toute ma vie, mais bon, voilà. Alors, Véronique me dit, ma fille de 9 ans a très peur d'avoir mal quand elle a une écharpe, par exemple. Elle devient hystérique si on essaye ne serait-ce que de la regarder. Je suis obligée de la contraindre, mais je ne sais pas si c'est la bonne solution. Alors, je réfléchis pendant que je bois ma petite gorgée de café.
La contrainte n'est jamais satisfaisante, on est d'accord. L'idéal, ce serait effectivement qu'il y ait une volonté de l'enfant et une compréhension. Donc, dans un premier temps, moi, je préconise plutôt de laisser le temps à l'enfant de nous dire quand il est prêt. C'est aussi la question du consentement. Ok, de dire ok, t'as horriblement peur, t'as horriblement mal, je te laisse le temps de me dire ça y est, c'est bon, je suis prête à ce qu'on l'enlève. Ok, ça fonctionne dans un certain nombre de situations. Il peut aussi être intéressant de préparer l'enfant en disant tu te souviens à chaque fois que tu as une écharde, à chaque fois que tu as un truc, il y a quelque chose de tu deviens hystérique, c'est hyper dur pour toi et on peut se dire tiens, on va imaginer ensemble, parfois quand il n'y a pas d'écharde, on va imaginer ensemble comment ça va se passer la prochaine fois que tu vas avoir une écharde dans le pied. Rappelle-toi comment c'était la dernière fois, qu'est-ce que tu as senti dans ton corps, qu'est-ce qui s'est passé dans ta tête et alors voilà. Du coup, en fait, en se préparant à la situation, on ressource qu'on va pouvoir utiliser le moment venu. Donc ça peut être une solution. C'est l'entraînement, en fait. D'accord voilà, donc Véronique, évidemment, je supposais... Donc, la question de l'entraînement peut être intéressante, Véronique, pour ta fille. Et puis, effectivement, puisqu'elle n'est jamais prête, après, on tombe dans quelque chose de l'ordre de la contrainte. Ok, je sais que tu n'es jamais prête, et pourtant, je ne peux pas laisser cette écharde ici parce que ça peut s'infecter, parce que voilà. Donc, je vais le faire. Et donc, tu vas hurler, tu vas pleurer, tu vas crier, vas-y, fais-le. Et puis moi pendant ce temps j'enlève l'écharde. Donc attention à quand on utilise la contrainte qui est malheureusement qu'on évite au maximum évidemment, mais quand on ne peut pas faire autrement, à bien respecter les émotions de l'enfant ou de la personne, les ressentis de l'enfant ou de la personne qui vit cette contrainte. Donc oui, c'est frustrant. Oui, c'est pénible, oui, ça peut être douloureux, oui, ça peut être dévalorisant, toutes ces émotions existent, donc il faut mettre des mots dessus, il faut les autoriser à s'exprimer avant, pendant et après, parce que c'est ça qui permet de moins mal supporter, parce qu'après coup, quand l'émotion est retombée, l'enfant est plus en capacité de comprendre que c'était nécessaire. Voilà, Véronique, je ne sais pas si ça répond à ta question, mais c'est quelque chose de vraiment primordial. Et du coup, une fois que l'enfant est retombé, qu'il est moins dans le stress, on peut alors imaginer des solutions pour dire, tiens, comment on pourrait faire la prochaine fois pour que ça se passe moins mal. Mais attention à ne pas surestimer les capacités d'un enfant à surmonter ce type de situation, de difficulté. Ça peut être intéressant aussi de lui dire je pense que tu es capable de le surmonter et justement cet entraînement dont je parlais juste avant peut aider. Voilà. Véronique, dis-moi si c'est OK pour toi. Si vous n'avez plus d'autres questions, on va en rester là pour aujourd'hui. Je vous rappelle que dans le cadre du SOS comme c'est, on a rendez-vous la semaine prochaine à 9h30, que vous pouvez poser vos questions par mail sandrine@scomc.fr avec ma question pour le SOS comme c'est dans le titre, que ces questions peuvent poser sur les émotions, les relations, dans la famille, le couple, les enfants, le travail, et y compris par rapport à soi-même, j'ai des angoisses, je n'arrive pas à dormir, bref, tous les sujets que je traite habituellement ici. Si votre question n'a pas été tirée au sort cette semaine, vous me la renvoyez pour la semaine prochaine et je reprends tous les mails de la semaine pour les tirer au sort. Merci à tous et à toutes, merci Véronique, et puis rendez-vous la semaine prochaine.